Merci, Maryse. Alors, bonsoir et surtout, merci beaucoup d'être là. Soyez les bienvenus à ce webinaire, une activité d'ailleurs offerte tout à fait gracieusement par la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Je me présente, je suis Danielle Gamelin et comme l'a dit Marie, je vais être votre animatrice ce soir. Un petit peu plus personnellement, je suis une personne qui a travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux pendant plus de 30 ans. J'ai terminé en 2015. J'étais directrice générale du C3S de Bécancour, Nicolet-Yamaska. Maintenant, je dirige la Fondation Santé Bécancour, Nicolet-Yamaska, qui est la fondation de mon ancien établissement. Je suis aussi coach et conseillère en gestion spécialisée en développement du leadership des gestionnaires. Je suis aussi, et j'adore faire ce boulot, animatrice et facilitatrice. Je m'implique dans ma communauté comme mentor à la SADC de Nicolet-Bécancour. Je suis aussi une maman et une grand-maman. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous pour ce premier webinaire d'une série de 3 webinaires et d'un Vox Pop. On va vous en reparler un petit peu tantôt, sous le grand thème féminisme et égalité. Alors, nous allons avoir le plaisir d'être ensemble jusqu'à 21h ce soir. C'est en direct, c'est enregistré. Alors, je demanderai à Madame Francine Ducharme, qui est la directrice générale de la table, de vous présenter la série des 4 webinaires féminisme et égalité. Et aussi, très important, c'est quoi l'objectif qu'on poursuit avec cette série de 4 activités? Alors, merci Daniel. Bonjour tout le monde. Avant de vous parler comme tel de la série, je voudrais dire un petit mot sur la table de concertation parce que c'est important pour celles et ceux qui ne connaissent pas la table d'en parler un petit peu. Puis là, on en parle. Plus les gens la connaissent et plus ils peuvent faire appel à nos services. Donc, la table, c'est le regroupement féministe c'est un regroupement féministe et on rassemble la majorité des groupes de femmes de la région. Nous avons 21 membres. Notre mission principale est surtout de travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes et à la défense collective des droits. Tout ceci dans une perspective pour l'égalité. Alors, la table a fêté ses 25 ans cette année, en octobre 2023. Alors, pour nous, c'est un moment important parce que ça veut dire que la table a encore sa place dans la région et a été peut-être un fer de lance pour plusieurs projets et pour plusieurs initiatives qui a pu effectivement améliorer les conditions de vie parce qu'on travaille dans tous les secteurs des activités humaines. Donc, on va travailler sur l'emploi, sur la santé, sur la lutte à la pauvreté, mais aussi la lutte aux violences faites aux femmes, à toutes les violences faites aux femmes, au développement social. Donc, on a plusieurs champs d'intervention sur lesquels on travaille. Le projet s'inscrit justement parce qu'on fête 25 ans cette année et nous, on se disait en 2023, est-ce que le féminisme est toujours d'actualité? Est-ce que ça a toujours sa raison d'être? Est-ce qu'on vit le féminisme de la même manière que quand on a créé la table en 1998? Est-ce que c'est toujours les mêmes chaînes de pensée? Est-ce que le féminisme québécois a évolué? Probablement, mais dans quel sens, vers quoi on évolué? Et c'est quoi l'histoire du féminisme un peu avant? C'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Et comme Daniel le disait, tout ceci, ceci, c'est sur un grand chapeau qui est féminisme et égalité, match parfait. Donc, nous, on se disait, ce serait intéressant de réfléchir là-dessus, voir le passé, voir le présent, mais aussi voir l'avenir. On vous l'a dit, on fait notre 25 ans. Et puis, on s'est dit, mais qu'est-ce que ça va être dans 25 prochaines années? Alors, c'est un peu ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Comme Daniel aussi le dit, il va y avoir 2 autres webinaires, puis un dernier qui va être plus un Vox Pop. Alors, le prochain qui va venir va vraiment porter sur le thème qui est féminisme et égalité, match parfait. On va avoir 3 panélistes qui vont discuter de ça entre elles. Est-ce que le féminisme, c'est comme l'œuf et la poule. Est-ce que c'est la poule qui est en premier ou c'est l'œuf?
Donc, on va un peu discuter de tout ça. Ensuite, le troisième va être, comment être allié avec les groupes de femmes et comment travailler justement l'égalité entre les femmes et les hommes, même si on est un groupe mixte, même si un groupe qui n'est pas nécessairement, dont la mission n'est pas nécessairement l'égalité, sa mission première. Et quatrièmement, on va faire, souvent on dit que les jeunes, que les femmes ne sont pas si féministes que ça, d'où le vox pop. Alors, on va demander à des gens, alors pour leur demander, est-ce que vous êtes féministe? Et là, si oui, pourquoi? Puis des fois, on a souvent cette réponse-là. Peut-être Mme Descaries s'en rappelle. À un moment donné, il y avait eu un livre, Je suis féministe, mais écrit en très gros avec 3 petits points. Alors, c'est ça qu'on veut savoir. Êtes-vous féministe, mais ou féministe tout court? Alors, ce sont les 4 activités qu'on va tenir dans le sens de ce projet-là. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous laisse en bonnes mains entre Daniel et Francine. Et Daniel, excusez-moi, va vous expliquer ce qui va se passer ce soir. Merci beaucoup, Francine. J'en profite d'ailleurs je trouve que c'est tellement une belle occasion pour vous féliciter à la table, vous, Francine, Maryse, toute votre belle équipe pour le travail incroyable que vous faites, la rigueur, le sérieux et parfois le non-sérieux, parce que des fois, il faut être non-sérieux. Alors, bravo pour votre œuvre depuis toutes ces années et surtout, bonne continuité. Hein. Vous disiez, Francine, est-ce que la table a encore sa place dans la région? Je pense que le nombre de nos participantes ce soir viennent dire et le nombre de participantes à toutes vos activités viennent corroborer comment votre œuvre est importante. Donc, bonne continuité. Évidemment, l'objectif de ces 4 webinaires-là, Francine l'a pas mal expliqué, là, c'est de créer une ouverture aux féministes, de créer une étincelle pour que l'action du féminisme à poursuivre son évolution à travers chacune des femmes. C'est super important. On a parlé beaucoup de féminisme, on va en parler encore ce soir et il faut en parler encore. On n'a pas fini. La job n'est pas finie, comme dirait l'autre. Donc, ça me fait grand plaisir de vous parler, de vous présenter, notre invité de ce soir. Alors, c'est un parcours professionnel, là, vraiment des plus impressionnants que j'ai vus, que celui de cette femme de cœur, de parole et d'action, Madame Francine Descaries. Jeune mère de famille, elle retourne aux études au niveau collégial à l'âge de 27 ans et par la suite, elle poursuit jusqu'au doctorat. Elle est professeure au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal jusqu'en septembre 2022, donc tout récemment. Madame Descaries est aussi membre fondatrice de l'Institut de recherche et d'études féministes de l'UQAM et du réseau québécois en études féministes. Ses intérêts de recherche, vous allez voir, ils sont très nombreux. Ils portent sur des théories féministes, bien sûr. Alors, le mouvement des femmes québécois et diverses questions touchant à la famille, le travail des femmes, la sexuation de l'espace public, les stéréotypes sexuels, la reproduction des rapports sociaux de sexe. Ouf, j'ai le goût de dire ouf. Alors, que dire de plus que je suis vraiment honorée de rencontrer par le biais de ce webinaire Madame Descaries et d'avoir le grand privilège d'échanger avec elle. Et vous aussi, vous aurez le privilège d'échanger avec elle puisque la rencontre, oui, il s'agit bien d'une rencontre ce soir entre Mme Descaries et nous toutes. Alors, ça va se diviser en 4 blocs de 20 minutes. Donc, vous me permettrez et vous m'excuserez parfois si je coupe la parole ou si je tente de maintenir le rythme parce qu'effectivement, on souhaiterait aussi pouvoir vous permettre de poser vos questions, d'apporter vos commentaires à la suite de chacun des 4 blocs d'échange. Ça va nous faire plaisir de le faire avec vous par le chat, bien sûr, que Maryse, ma précieuse collaboratrice, va gérer, bien sûr. Donc, on aura aussi une période de questions plus générales à la fin. Je cède tout de suite la parole avant de vous revenir avec le premier bloc à Maryse pour Maryse, d'ailleurs, qui est agente de développement et des communications à la table, qui va être mon bras droit, comme je vous disais, là, pour le bon déroulement de ce webinaire.
et pour le respect du temps. Donc, bonsoir Maryse et à toi la parole pour les conseils techniques. Merci, Daniel. En fait, il n'y aura pas de grand consigne technique, sauf qu'il y a un petit changement. Madame Descaries m'a glissé dans l'oreille par chat qu'elle aimerait mieux que vous allumiez vos caméras. Donc, lâchez-vous lousse, allumez vos caméras. Je vais vous demander de garder vos micros fermés. On va vous inviter à poser vos questions dans le chat et comme disait Daniel tout à l'heure, après chaque bloc, s'il y a des questions, moi, je vais intervenir puis je vais la lire. Donc, et puis il y aura, comme disait Daniel, des questions à la fin complètement. Si vous avez des difficultés, ben, écrivez-moi, je vais faire ce que je peux, mais à distance, pas toujours évident, mais je vais faire mon gros possible pour vous aider. Je répète que le webinaire est enregistré parce que notre but, c'est de faire aussi un balado, donc d'extraire l'audio et si ça vous tente de le réécouter en auto, juste à la radio ou peu importe, vous allez pouvoir le faire. Fait que je pense que c'est un peu ça. J'ai pas plus de consignes que ça fait le tour. Donc, gênez-vous pas. Plus il y a d'interaction, plus c'est agréable, puis on va avoir du plaisir. Donc, bonne soirée tout le monde et merci d'être là. Merci beaucoup, Maryse. Alors, allons-y. On a déjà quelques minutes d'avance. C'est le fun. On a plus de temps pour nous autres. Bravo. Alors, allons-y avec le premier bloc qui est l'évolution. On va commencer par le commencement. Alors, l'évolution du féminisme d'hier à aujourd'hui. Alors, Madame Descaries, avant de parler du féminisme d'aujourd'hui, parce qu'on va y aller tantôt, c'est bien évidemment, j'aimerais ça vous entendre sur comment il évolue et se vit, avant de parler de comment il évolue et se vit maintenant, pouvez-vous nous instruire sur quelles ont été les diverses époques du féminisme à travers le temps jusqu'à aujourd'hui? D'accord. Ça a conversé tout un mandat. Je ne sais pas si vous me donnez plus de 3 heures, mais je vais essayer. Merci à certaines d'entre vous d'avoir ouvert vos caméras. Ce n'est pas parce que je vous vois tellement, mais j'ai au moins l'impression de parler avec vous, même si on n'a pas le plaisir de se rencontrer. Alors, peut-être que la première chose que je devrais dire pour répondre à votre question, Daniel, ce serait que je dis souvent qu'il y a eu des féministes avant le féministe. Avant le féminisme, avant le mouvement des femmes. Parce qu'effectivement, de tous les temps, il y a eu des femmes pour réclamer les droits des femmes, pour dénoncer leur inégalité, mais je dirais qu'on ne peut pas parler de mouvement des femmes avant la fin du 19e siècle, c'est-à-dire au moment où il y a eu des prises de parole qui se sont avérées un peu plus collectives, si vous voulez. Alors, dans ce sens-là, les Québec sera toujours un petit peu en retard par rapport à l'Europe ou par rapport même aux États-Unis, mais on peut dire que d'abord, il faut voir que le féminisme, c'est un mouvement social qui, avec plus ou moins d'intensité selon les époques, vous le comprendrez bien, hein, travaille à la reconnaissance du droit des femmes à l'égalité, mais aussi, et ça c'est peut-être plus contemporain, travaille à la transformation des rapports entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas seulement, si vous voulez, une question de droit, mais c'est aussi une question de transformation des structures sociales, des institutions. Alors, quelle que soit l'époque, et c'est presque aussi vrai au 19e siècle qu'au 21e siècle, le féminisme, il loge à plusieurs enseignes. Il est porté par plusieurs voix. Il est porté par plusieurs catégories de femmes. Par exemple, on peut dire qu'au tout début, la première période dont je vais vous parler, le féminisme, ou en tout cas un mouvement de femmes, est porté par des femmes de la bourgeoisie québécoise, comme il est porté aussi par des ouvrières. Et donc, ils ne se rencontrent pas vraiment, ouvrières et femmes de la bourgeoisie, mais les deux vont demander des changements à la condition de vie des femmes. Donc, dans ce sens-là, je vous dirais qu'à travers l'histoire, pour situer finalement notre féminisme, je dirais que plusieurs tendances, plusieurs façons de faire, plusieurs groupes porteurs, un mouvement qui rencontre plus ou moins de résistance selon l'époque considérée, mais je pense qu'on peut dire que l'histoire du féminisme au Québec est indissociable de l'histoire du Québec, mais l'inverse est aussi vrai. L'histoire du Québec est indissociable du mouvement des femmes. Et dans une certaine mesure, je vous dirais même que depuis la Révolution tranquille, le féminisme est vraiment un acteur de toute première importance dans le mouvement des femmes. Ceci dit, c'est bien évident là que il faut, vous m'avez posé une question sur une dimension plus historique. Alors, je dirais que personnellement, si on élimine le féminisme très contemporain, j'analyse à peu près, ou je vois, je dirais,
4 ou 5 grandes phases dans la démolition du féminisme québécois. La première phase, appelons-la du fin du 19e siècle jusqu'à peu près à la fin de la Première Grande Guerre mondiale, c'est ce que j'appellerais un féminisme chrétien, un féminisme maternaliste. Dans ce contexte-là, si vous voulez, il faut bien comprendre que les revendications sont formulées afin d'améliorer la condition de vie des femmes. Ce n'est pas vraiment encore une prise de conscience d'un principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais c'est une volonté d'améliorer les conditions de vie des femmes et c'est aussi, si vous voulez, une volonté très nette d'accéder à certains droits. Rappelons-le, là. À partir de, je pense, c'est 1867 ou quelque chose du même ordre, le Code Napoléon va retirer tous les droits aux femmes dans la société québécoise. Et donc, de ce sens-là, les femmes, à partir de ce moment-là, vont être traitées, surtout les femmes mariées, comme des aliénées devant la loi. Donc, vous voyez, on part de très, très, très loin, là. Et dans ce sens-là, si vous voulez, les premières luttes, ça va être effectivement pour se faire reconnaître comme des personnes, mais on va vouloir se faire reconnaître à partir de ce que moi j'appelle, si vous voulez, un féminisme différentialiste. C'est en tant que mère, en tant que femme. C'est-à-dire, on veut avoir des droits basés sur une notion de complémentarité avec les hommes. Les femmes, donc il n'y a pas du tout de questionnement, si vous voulez, de comment les femmes sont traitées ou comment le féminin est traité dans la société. On ne conteste pas à ce moment-là le rôle qui est assigné aux femmes, mais on va avoir des conditions pour mieux le remplir, si vous voulez. Alors, à partir de ce moment-là, il va naturellement se développer ce qu'on pourrait appeler à ce moment-là davantage un féminisme des droits égaux. 1920 jusqu'à 1965, si vous voulez. Là, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est l'idée? C'est de faire advenir les femmes à la citoyenneté, à la reconnaissance de leurs droits, et c'est aussi assurer aux femmes l'accès à l'éducation, l'accès à des droits civiques, l'accès à une possibilité d'occuper l'espace public qui est complètement renié aux femmes à cet espace-là. La notion de mixité sociale, ça n'existe pas. Hein. Il y a l'univers des femmes, puis il y a l'univers des hommes, puis ce n'est pas des mondes qui se rencontrent. Un peu pour alléger le propos, comme ce matin, je regardais quelques données pour préparer cette conversation. Et je me suis aperçue que c'est autour de 1870 que le Code criminel va interdire l'enlèvement des femmes. Alors, vous voyez à quel point, finalement, une femme de plus de 16 ans qui n'était pas une héritière pouvait être enlevée. Un rapt de femme, c'était considéré comme quelque chose qui pouvait être fait. Alors, dans ce cadre-là, il faut concevoir que les femmes n'ont aucun droit. Il faudra attendre 1929 et la lutte des femmes, plus auto-anglo-saxonne anglo-canadienne que québécoise, mais pour qu'on en vienne à reconnaître la notion de personne. C'est-à-dire, tant et aussi longtemps que comment on pourrait dire ça, cette législation du Conseil de Londres, même la Cour suprême avait refusé ça aux femmes, le Conseil de Londres va exiger que le Canada reconnaisse les femmes comme des personnes selon la loi. Alors, tout ça, c'est toujours pour montrer à quel point c'est long. C'est vraiment long, l'histoire. C'est vraiment long, ces gains. Et dans une certaine mesure, peut-être une autre anecdote qui révèle très, très bien ça, c'est de rappeler que Justine Lacoste-Beaubien, qui, avec Emma Levasseur, a fondé l'hôpital Sainte-Justine en 1903, a dû, elle aussi, aller auprès du gouvernement du Québec pour avoir l'autorisation de signer des chèques pour son hôpital. Elle l'avait fondé, mais c'était son mari qui devait signer les chèques. Alors, pourquoi je dis ces choses? C'est un peu pour situer le contexte dans lequel, vous voyez, tout se situe. Alors, quand on arrive à 1920, là, il n'y a pas un mouvement non plus, mais il y a plusieurs femmes, il y a plusieurs groupes de femmes qui vont, elles, lutter pour l'accession des droits des femmes. Et un acteur majeur de cette époque-là aussi, ce sont les femmes à l'intérieur des luttes syndicales. Parce qu'on le veuille ou non, qu'ils soient condamnés par les élites québécoises, le travail des femmes est une réalité très réelle, une réalité effectivement qui touche une forte proportion de femmes malgré les statistiques officielles. Et donc,
le marché du travail va être un lieu où, effectivement, il va y avoir des prises de parole de femmes. Je pense, par exemple, au syndicat des Médinettes, qui ont revendiqué de meilleures conditions dans les manufactures et des choses comme ça dès les années 20. Alors, il va y avoir des luttes, mais la grande lutte entre 20 et 65, naturellement, ça va être la lutte pour le suffrage au gouvernement au Québec, puisque même si les Canadiennes, incluant les Québécoises, avaient eu le droit de vote au fédéral à partir de 1918, nous, au Québec, il faudra attendre jusqu'à 1940. Et j'aimerais bien vous conter cette histoire de cette longue lutte, mais on n'aura pas le temps. Mais il va falloir attendre jusqu'à 1940 pour que les Québécoises aient le droit de vote. Alors, peut-être que j'ai déjà mentionné la reconnaissance juridique en tant que personne. Ça, c'est une grande lutte qui va être menée pendant ce temps-là. Et dans le fond, il va y avoir une autre lutte, ça va être le droit pour les femmes mariées à conserver leur salaire. Jusqu'en 1931, les femmes n'avaient pas le droit de conserver leur salaire. Elles devaient d'ailleurs obtenir l'autorisation du mari pour pouvoir être sur le marché du travail si elles étaient mariées. Et en 1934, les femmes vont aussi obtenir, et c'est une grande nouvelle, la possibilité d'avoir un compte en banque. Alors, ce sont des grandes luttes, si vous voulez, qui prennent place, mais elles sont le fait d'individus, puis très souvent, elles ne sont pas même le fait de revendications organisées, mais des ajustements dans la structure sociale. C'est-à-dire qu'il y a des femmes sur le marché du travail, mais il faut en tenir compte. Il y a des femmes qui commencent des entreprises, ben, il faut leur donner des moyens. Moi, je vous dirais que si vous me demandiez quand est-ce que je peux parler de mouvement des femmes, quand est-ce que je peux parler de féministe réel au Québec, je vous dirais que c'est à partir des années 60. C'est au moment où, dans le fond, on va être en conjonction, on va vraiment être en symbiose avec la Révolution tranquille, si vous voulez, et les femmes vont pouvoir profiter d'un climat plus progressiste pour s'organiser et leur revendiquer des droits. Et pas seulement des privilèges, mais vraiment des droits. Et donc, on peut dire de cette période-là qu'elle suit les toutes premières. Vous savez, la première femme avocate, la première femme comptable agréée. On n'est pas encore à la première femme députée, mais disons que progressivement, là, on est dans une ère de première qui va faire que les femmes vont commencer à concevoir qu'il y a une logique à s'organiser. Et donc, de 1960 à 1975, on pourrait dire que c'est la période où vraiment il va y avoir beaucoup de transformations, et là revendiquées par un mouvement de femmes, beaucoup de transformations des lois et des pratiques pour permettre aux femmes d'accéder pas à une égalité qu'on appelle un peu substantive, c'est-à-dire une véritable égalité dans toutes les ramifications de la vie sociale, mais une égalité de droit. Et donc, cette période-là, si vous voulez, ça va être une période où les femmes vont commencer, et le mouvement des femmes va porter cette revendication-là, vont commencer à être inscrites comme des actrices sociales. Elles vont commencer à pouvoir exercer leur citoyenneté. On n'a pas d'idée à quel point la citoyenneté des femmes est récente, si vous voulez, parce qu'effectivement, jusque dans les années 60, les lois étaient tellement restrictives que les femmes avaient très peu de place. Et donc, dans une certaine mesure, les années 60 vont ouvrir sur des questionnements qui n'existaient pas avant. Et là, on ne va pas se poser seulement le principe de, si vous voulez, l'égalité de droit, mais on va réfléchir, et je pense que le mouvement des femmes est l'acteur principal de cette mouvance-là, on va réfléchir à se penser égal. J'espère qu'on pourra peut-être en parler en discussion si je ne suis pas claire, mais il y a une différence entre réclamer des droits et se penser égal. Et dans une certaine mesure, jusque dans les années 60, je pense que les femmes n'avaient pas le milieu social, il n'y avait pas les conditions sociales qui permettaient aux femmes de se penser égales. Mais avec la progression de l'éducation pour les femmes, la progression de la participation des femmes au marché du travail, et je dirais que aussi l'entrée au sein, par exemple, du Parlement de notre première femme députée va avoir un impact fort réel, si vous voulez, sur la possibilité pour le mouvement des femmes de prendre sa place. Naturellement, 1964, c'est un moment phénoménal pour les femmes du Québec, puisque ça va être la loi qui va abolir l'autorité maritale. C'est la loi qui va permettre aux femmes
de marier, parce que jusqu'à 1964, il n'y avait que les femmes célibataires qui pouvaient exercer certains droits. Mais à partir de 1964, si vous voulez, les femmes ne seront plus considérées comme des aliénées selon la loi. Les femmes mariées, rappelons-le, c'est très important quand on parle de chemin parcouru. Jusqu'en 1964, les femmes mariées étaient considérées au même titre qu'un enfant, ou étaient considérées au même titre qu'une personne avec des facultés intellectuelles réduites, et donc n'avaient pas vraiment de droits. Et donc, ce qui vient important à ce moment-là aussi, c'est que ça porte toute une nouvelle idée, si vous voulez, de ce que c'est les femmes. Il va y avoir deux grands événements majeurs qui vont être, je dirais trois événements majeurs qui vont permettre vraiment un essor du mouvement des femmes. D'abord, l'idéologie, le système politique même mis en place par la Révolution tranquille va faire que le gouvernement va être obligé d'écouter les femmes parce qu'il va avoir besoin des femmes pour assurer sa révolution tranquille, justement. Mais il y a deux choses qui vont arriver qui sont de tout premier ordre. C'est, en fait, il faut que j'en dise trois. Excusez-moi, je me contredis, là. Mais il y a la création des cégeps qui va permettre aux femmes d'avoir accès à l'éducation postsecondaire, ce qui était réservé jusque-là à une toute petite minorité de femmes. Il va avoir, et ça c'est fondamental, c'est l'accès à la contraception. Et le troisième événement, ça va être effectivement aussi l'accès à l'avortement. On peut ajouter à ça aussi la libéralisation des droits sur le divorce. Ça va permettre aux femmes de disposer d'un espace de liberté. Ça va permettre aux femmes de décider de leur propre avenir. Et dans une certaine mesure, ça va briser aussi une mentalité où les femmes étaient, et là, je ne veux pas être trop rude en disant ça, mais où les femmes étaient considérées comme des procréatrices. Et donc, l'accès à ces droits-là va permettre aux femmes, si vous voulez, d'accéder à un statut, à une réalité haute. Et je dis toujours, et c'est à partir de ce moment-là, que les femmes ont pu commencer à se concevoir à partir d'un projet de vie personnel. Un projet de vie qui n'était pas simplement un projet de vie de la famille, mais qui était un projet de vie de réalisation plus large. Ça n'éliminait pas la famille, mais dans une certaine mesure, ça permettait aux femmes de penser qu'on pouvait quelquefois dissocier femme et mère, qu'on pouvait dissocier la féminité et la maternité, et que dans ce sens-là, on avait le droit, si vous voulez, à se penser, à penser à se réaliser soi-même sans que cette réalisation-là passe par les autres. Alors pour moi, ça c'est un moment vraiment clé là, dans toute cette longue progression. Peut-être que d'avant d'arriver à vos questions sur un féminisme plus contemporain qui viendront, je vous dirais que la période est aussi marquée par deux grands types de féminisme. Un féministe égalitariste qui va amener, par exemple, la création du Conseil du statut de la femme, mais qui va aussi amener la prolifération des groupes de femmes dans l'ensemble du Québec. Le Québec se distingue par le nombre de ces groupes de femmes, par ses assises dans la communauté. Et dans cette mesure, je pense que ça fait la force du féminisme au Québec. Et je dis souvent que c'est ces assises-là qui ont permis, entre autres, la marche mondiale des femmes au Québec, à travers le monde, mais organisée au Québec. Mais disons qu'il y a donc un féminisme égalitariste, mais à côté de ce féminisme égalitariste-là, on va voir apparaître un féminisme radical. Et ce féminisme radical-là, il va être essentiel au mouvement des femmes parce que dans le fond, il va permettre de concevoir que le système qui est en place est un système qui crée les inégalités. C'est pas simplement une question de culture, c'est pas simplement une question d'idéologie, mais c'est une question systémique dans ce sens où le sexisme, si vous voulez, ou ce que les radicales ont appelé le patriarcat, a une empreinte sur tous les rapports du social. Et donc, le féminisme radical va amener, et c'est pour ça très souvent qu'il va être jugé, il va être contesté, il va présenter pour la première fois les rapports hommes-femmes, non plus comme des rapports harmonieux, mais comme des rapports en conflit, des rapports en tension. Et dans le fond, ce que va permettre le féminisme radical,
ça va être d'identifier la relation homme-femme comme étant une relation de pouvoir, une relation de domination d'un groupe sur l'autre. Et donc, dans une certaine mesure, c'est bien évident que ce féminisme radical, il met en lumière une idéologie naturaliste qui destinait les femmes à une identité féminine univoque, alors que dans une certaine mesure, on s'aperçoit bien que tout ça, c'est construit, c'est socialement imposé et que dans le fond, les femmes comme les hommes sont des citoyennes et des citoyens à part égale d'une société. Et donc, disons que le patriarcat va être conceptualisé en tant que système social dans lequel les hommes détiennent le pouvoir. Et ça, naturellement, ça va amener tout un nouveau vocabulaire. Ça va amener effectivement plein de dénonciations du mariage, de la famille, de la prostitution ou de l'amour comme lieu de l'oppression. Alors, évidemment que ça choque parce que c'est vraiment des discours qui sont pas en harmonie, si vous voulez, avec la recherche d'un climat social harmonieux et propice aux relations. Là, on va parler de rapport homme-femme. On ne parlera plus de relations entre les hommes et les femmes. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que le féminisme radical va nous offrir un nouveau vocabulaire. On va parler de patriarcat, de rapport de sexe, de rapport de pouvoir, de division sexuelle. Il va y avoir à sein de ce féminisme-là plusieurs tendances qui vont se rencontrer. Il y a un micro qui est ouvert. Oui, Oui, c'est ça, il y a un micro qui est ouvert. Pardon. Et puis, Madame Descaries, je ne vous entends pas. Marie, tu as fermé tout le monde. Oui, tu as fermé tout le monde. Je m'excuse, j'essaie de. C'est pas évident. Là. Daniel, fais juste réouvrir ton micro toi-même, ça va être correct. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, là, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, juste peut-être me permettre l'interruption, Madame Descaries. Oui. Si on peut conclure là, en quelques secondes, ça me gêne un peu parce que c'est vraiment tellement intéressant, instructif, tout ce que vous dites, mais si on veut aller plus loin, puis profiter de votre expertise dans d'autres questions, s'il vous plaît, puis peut-être accueillir quelques questions par la suite, commentaires. En fait, peut-être que je peux conclure facilement en disant qu'il y a, à partir des années 65, un mouvement de femmes qui travaillent à l'égalité de droit en misant sur l'accès. Et il y a un autre mouvement de femmes qui vise davantage la déconstruction d'un système qui considère, donc, comme je l'ai mentionné, les rapports de sexe comme des rapports en tension et qui va mettre l'accent non plus sur l'harmonisation des rapports, mais sur l'oppression vécue à travers ces rapports-là. Et donc, c'est un mouvement qui ne pose pas tellement la question du besoin des femmes, mais qui pose la question comment faire accéder les femmes au plein droit, à la pleine citoyenneté et à la pleine reconnaissance. Alors, c'est à peu près ça, mais peut-être juste aussi, si vous me donnez 30 secondes, parce que je l'ai vu dans la présentation du discours, le féminisme radical, ça veut dire rejoindre la racine de. Ça veut pas dire s'énerver, ça veut pas dire faire sauter son soutien-gorge, ça veut dire on cherche à travers le féminisme radical à comprendre comment il se fait qu'une société a pu pendant 2000 ans reproduire l'inégalité entre les hommes et les femmes et tenir les femmes dans des situations d'infériorité qui les évacuaient de la réalité de l'espace social. Alors, à Atlantic City, oui, il y a eu des soutiens-gorge de brûlés, c'est vrai, mais dans un baril, sous la surveillance du chef de pompiers, et il y avait à peu près une quinzaine de soutiens-gorge dans ce baril-là, et ce n'est pas la ville entière d'Atlantic City qui avait fait lever le soutien-gorge. Merci beaucoup, Madame Descaries, pour j'oserais dire, ce long, bref historique ou inversement, parce qu'effectivement, vous nous avez présenté en quelques minutes une histoire, parce que c'est de l'histoire tout ça, hein. Il s'est passé des choses, il y a des sentiments, il y a des gens là-dedans qui ont vécu des choses, pour ne pas dire effrayantes. Et
Alors, on part vraiment de loin. En tout cas, moi, je suis très impressionnée, là, même si on sait ces choses-là, de les entendre nommer dans un court laps de temps comme ça nous permet de voir justement d'où on est parti en étant effectivement même pas reconnus comme des personnes. Là, c'est quand même assez, c'est plus que pathétique. Et aujourd'hui, rendu où on est, alors c'est extrêmement long. Moi, la morale de tout ça, ce que ça me dit, c'est extrêmement long avant que les choses changent. Et ça, c'est vrai pour au niveau du féminisme, c'est vrai dans beaucoup d'autres choses, parce qu'on vit en société et parce que pour toutes sortes d'autres raisons. J'ai beaucoup aimé aussi quand vous avez mentionné, je retiens ça beaucoup, se penser égal. C'est très profond, ça, se penser égal. Et je crois que je ne vois pas de commentaires ni de questions dans le chat. Est-ce qu'on peut passer tout de suite, je ne veux pas brimer personne, là, mais est-ce qu'on peut passer tout de suite au deuxième bloc pour arriver aux féministes d'aujourd'hui? Peut-être, Daniel, si vous Oui, avez relevé cette idée de pensée égale, je trouve ça oui, très, très important. Parce vraiment. que, dans le fond, plus tard, on parlera peut-être effectivement de cette illusion de l'égalité déjà là. Mais encore aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui ne se pensent pas égales, qui n'ont pas. Et pourquoi elles ne se pensent pas égales? Parce qu'elles n'ont pas ce que moi j'appelle les prédispositions. Elles n'ont pas les outils pour se penser égales. Et ça, c'est la société qui ne leur donne pas ces outils-là. C'est nos façons de socialiser les petites filles, c'est nos façons de leur donner encore des Barbies puis des jouets d'instruments ménagers et autre chose du même ordre. Mais se penser égal, c'est une attitude globale. Tout à fait. C'est une attitude, je ne crois pas que nous soyons arrivés là encore. Et je pense que même nous, en tant que femmes, on transporte encore beaucoup de préjugés inconscients à l'égard de tout ça et à l'égard, faut-il le dire, de nos capacités en tant que femmes. Vous avez absolument raison. Et je trouve ça tellement important de le nommer comme on le fait ce soir, parce que ça nous permet de faire une prise de conscience. Vous l'avez dit, des fois, puis je m'inclus là-dedans, là, des fois, on n'est même pas conscient ou on n'arrête pas quelques secondes pour prendre conscience. Donc, je me dis que ce soir, on n'a pas fini, là, bien sûr, mais je pense que cet élément-là de se penser égal, c'est tellement englobant de l'évolution du féminisme et de ce qui reste à faire aussi comme travail. Alors, on va y aller tout de suite avec le deuxième bloc qui va nous amener justement dans le feu de l'action à aujourd'hui, ce qu'on pourrait définir d'ailleurs comme le féminisme 2.0 hein, pour tenter de lui donner un nom. Là. Alors, si on regarde aujourd'hui, justement, après tous ces changements, toute cette évolution à pas de tortue au profit de l'égalité entre les hommes et les femmes, comment, Mme Descaries, j'aimerais ça vraiment vous entendre, comment vous définiriez, vous, le féminisme aujourd'hui? Comment, c'est quoi votre définition? Si on peut essayer d'en trouver une, là, mais je pense que vous êtes la meilleure personne quand même pour nous en donner une, peut-être? Ben, en fait, ça fait peut-être 35 ans que je propose des définitions du féminisme, effectivement. Oh, je dis 35 ans, ça c'est pour me rajeunir. Mais disons que je pense que intrinsèquement, la définition du féminisme ne change pas. Ce qui change, c'est la façon dont on interprète cette définition-là, et c'est aussi les valeurs, les principes, les intérêts qu'on met sous-jacents à ça. Mais j'aime toujours dire que le féminisme, c'est quelque chose de très global. Donc, je vais commencer en disant que pour moi, le féminisme, c'est une manière de penser les femmes différemment. C'est une manière de penser les femmes différemment qui propose de redéfinir les rapports hommes-femmes et les femmes dans la société. Alors, naturellement, la façon dont on a redéfini ces rapports-là ou de la façon dont on voit la part des femmes dans la société, vous pouvez concevoir, quand je vous parlais de féminisme maternaliste, que c'est bien différent du féminisme radical ou du féminisme d'aujourd'hui. OK? Mais dans le fond, globalement, je pense qu'il faut dire que le féminisme, c'est un mouvement social, un mouvement politique qui dénonce les conditions sociales discriminatoires subies par les femmes. C'est une pratique militante qui exige un meilleur accès aux ressources sociétales pour toutes les femmes. C'est aussi, pour moi, parce que je me définis comme une vieille féministe radicale frustrée, c'est aussi un rapport, c'est un discours et des pratiques
qui pose comme une finalité l'abolition du patriarcat et des rapports de pouvoir induits par la division sociale des sexes. Alors, je suis bien consciente que c'est un long processus et que peut-être que parler d'abolition, c'est assez utopique, mais disons, en tout cas, c'est une pensée qui vise le changement social. Pour moi, le féminisme, c'est une pensée, c'est un discours et une pratique qui vise le changement social pour une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, pour une plus grande justice sociale et aussi pour une plus grande égalité entre les femmes elles-mêmes. Alors, je m'excuse, Madame Décarie, merci. Vous avez parlé que c'est un mouvement, évidemment, c'est important de le mentionner, c'est un mouvement social et politique. Alors, ça aussi, ça nous interpelle parce que on est des citoyens qui votons, qui faisons l'élection de gens qui nous représentent, tant au niveau municipal, hein, c'est nos gouvernements de proximité, au niveau aussi provincial et fédéral. Donc, effectivement, on constate aujourd'hui que ce que vous venez de nommer, c'est intégré, peut-être pas, on va se le dire entre nous, à la hauteur qu'on aimerait que ce soit, mais c'est intégré dans nos institutions politiques. Oui. Ben, en fait, je pense qu'on est si on regarde, si je mets ma lunette rose en ce moment, je vous dirais que le chemin parcouru au Québec est possiblement le chemin qui a été le plus parcouru avec le plus de rapidité, mais d'intensité aussi. Je vous dirais que pour moi, le mouvement des femmes a induit au Québec et les différents gouvernements qui ont passé aussi, a induit une véritable révolution féministe. C'est une révolution qui n'est pas complétée. C'est une révolution qui est à faire encore, mais je veux dire, partez simplement de ce que je vous disais, qu'il y a à 150 ans, nous n'étions pas des personnes, et regardez qui nous sommes maintenant, ben, vous allez voir qu'il y a énormément de chemin parcouru. Mais c'est sûr que pour moi, le féminisme, on peut avoir son féminisme. Mais pour moi, je vous rejoins, Daniel, en disant que le féminisme, c'est avant tout quelque chose qui se doit d'être collectif, qui se doit d'être partagé. Parce que, effectivement, l'action politique, les stratégies politiques demandent qu'il y ait concertation, demandent qu'il y ait un mouvement concerté. Et dans ce sens-là, peut-être que ce qui est intéressant pour faire le lien avec le féminisme d'aujourd'hui, puisque c'était la question à l'origine, je vous dirais que ce qui caractérise le féminisme aujourd'hui, c'est d'abord un aspect de l'extérieur beaucoup plus fragmenté qu'autrefois. Je dirais qu'il y a plusieurs notions de l'égalité qui circulent. Mm-hmm. Il n'y a pas qu'une seule question. Certains, comme moi, vont l'associer aux droits sociaux, aux droits politiques. D'autres vont l'associer à la question d'identité culturelle. D'autres vont l'associer à d'autres dimensions. Mais je vous dirais que toutes les théories féministes actuellement ont un aspect très fragmenté. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, à la fois, il y a eu des avancées des féministes, il y a donc des avancées des femmes, mais que ces avancées des femmes, elles n'ont pas bénéficié à toutes les femmes de la même façon. Donc, en ce sens-là, si vous voulez, cette idée d'unanimité qui était la nôtre autrefois, on en vient à reconnaître que dans une certaine mesure, il faut voir au-delà, si je veux, et qu'il y a de multiples groupes de femmes qui ne se sentent pas nécessairement, qui ne se reconnaissent pas, qui ne se sentent pas nécessairement protégées par le mouvement des femmes. Donc, dans ce sens-là, la notion de libération des femmes, là, ça se complexifie beaucoup. Elle se situe où? Et comme je le disais, les avancées du féminisme ont introduit des clivages sociaux entre les femmes qui n'apparaissaient pas comme autant autrefois, puisque, dans une certaine mesure, toutes les femmes étaient un peu assujetties, si vous voulez, à une dépendance. Mais maintenant, en 2023, il y a des femmes qui peuvent dire qu'elles sont pratiquement, bon, elles sont encore toujours
possiblement sujettes à la violence, elles peuvent être sujettes à la discrimination, mais dans une certaine mesure, il y a des femmes qui accèdent beaucoup plus à ce qu'on pourrait appeler une égalité substantielle que d'autres femmes aujourd'hui. Et donc, en ce sens-là, c'est évident que les conceptions du féminisme se sont multipliées parce que toutes les femmes n'ont plus des conditions équivalentes. Et que toutes les femmes, et qu'il y a donc et que ce que je dis souvent et qu'on dit souvent dans la littérature, c'est que toutes les femmes ne sont pas que des femmes. Et dans ce sens-là, il y a d'autres rapports sociaux, il y a d'autres rapports de pouvoir qui rentrent en ligne de compte. Et là, ce que je vous dirais, donc, est apparue cette nécessité de développer un féminisme que moi, j'ai baptisé féminisme solidaire, dans ce sens où cette théorie ou cette approche dit on ne peut pas concevoir un nous-femme unique, univoque. Il est fictif parce que dans ce nous-femme-là, il y a énormément de différences, de distinctions sociales. Et donc, un nous-femme qui est trop englobant ou qui ne se réfléchit pas, il présuppose une homogénéité qui n'existe plus entre les femmes elles-mêmes. Donc, qu'est-ce que c'est que ce nouveau féminisme-là? Là, je ne l'appelle pas, moi, encore le féminisme 2.0, je vais y arriver, mais ce féminisme solidaire, c'est celui, je pense, que les groupes de femmes tentent d'appliquer actuellement. C'est comment prendre en compte la classe sociale, comment prendre les discriminations raciales, comment prendre en ligne de compte les incapacités physiques ou mentales des femmes et travailler finalement à ce que chaque femme puisse, dans ce mouvement des femmes, trouver la place pour ses propres revendications, mais aussi pour le respect de ses propres droits. Et donc, dans une certaine mesure, ce féminisme solidaire-là, c'est un féminisme qui se cherche, c'est un féminisme où on ne pourra plus fonctionner, si vous voulez, à l'unanimité, mais il faut accepter, si vous voulez, de fonctionner en fonction de causes spécifiques ou de fonctionner en fonction d'intérêts ou d'ambitions spécifiques. Parce que, effectivement, maintenant, à cause des avancées du féminisme notamment et des conditions sociales qui ont changé, il y a des grandes disparités entre les femmes dont il faut tenir compte. Alors ça, je dirais qu'en ce moment, du point de vue politique et du point de vue militant, c'est la question. Comment définir ce nous féminisme? Comment arriver à penser des alliances? Comment penser, si vous voulez, à ne pas succomber à cette idée d'homogénéité du groupe social des femmes, mais aussi, et là, la féministe radicale en moi s'interpose, comment aussi ne pas secondariser la lutte des femmes. Et ça aussi, alors vous voyez, c'est une voie, c'est un chemin là, qui est très, très difficile j'allais dire, à patauger, à traverser, parce qu'effectivement, les intérêts peuvent être contradictoires à certains moments. Et donc, c'est donc dans ce créneau-là que se forme actuellement l'intersectionnalité, la perspective intersectionnelle. Comment travailler? Pour moi, la première réponse, c'est de travailler à partir de l'idée que j'ai un préjugé favorable à l'égard des femmes et que c'est à partir du point de vue des femmes que je regarde ces situations-là et que je pose, si vous voulez, mon regard sur la matrice des oppressions ou sur les questions intersectionnelles. Vous avez mentionné le féminisme 2.0. Donc, est-ce qu'on peut parler d'un féminisme 2.0? Moi, je pense qu'actuellement, le féminisme que je sens dans les groupes de femmes, le féminisme que je sens dans les théories, est largement soit un féminisme de l'identité sexuelle ou un féminisme solidaire. Mais il y a une nouvelle conjoncture maintenant, et vous avez raison de parler de féminisme 2.0, et je pense qu'on peut parler à ce moment-là d'une 5e phase de ce féminisme contemporain, qui serait d'une part, à cause de sa visibilité sur les réseaux sociaux et autres, une phase de démocratisation du féminisme. C'est-à-dire que le féminisme fait partie, il fait parler de lui, le féminisme fait partie du débat social. Et j'oserais même dire que quelquefois, maintenant, on regarde les publicités, le féminisme fait vendre. Et donc, dans une certaine mesure, il y a l'espèce d'antiféminisme latent là, qui est encore là, mais qu'on sent moins.
n'a pas compris une réintroduction, si vous voulez, de logique de féministe qui est associée à quoi? Elle est associée à la dénonciation de la violence. Et ça, c'est très, très important parce que ça fait très longtemps que nous, les femmes, on nommait la violence comme un moyen de contrôle social des femmes, mais on n'était plus entendus. Mais avec le féminisme 2.0, si vous voulez, il y a eu un tel battage médiatique que les femmes ont commencé à pouvoir partager des expériences entre elles. Et les femmes se sont aperçues que cette question de violence à leur égard n'était pas question de personnel, mais qui était quelque chose de social. C'est-à-dire que la violence était permise jusqu'à récemment dans nos sociétés à l'égard des femmes. Et en prenant conscience que d'autres femmes vivaient les mêmes réalisations qu'elles, donc ça a permis effectivement, moi ce que je dirais, c'est de porter ailleurs une voix du féminisme qui est très importante. Je ne sais pas ce qui va devenir parce qu'on voit de tout dans ce féminisme 2.0 parce que on sait comment les médias sociaux fonctionnent puis comment les réseaux sociaux fonctionnent. Mais en même temps, pour moi, il y a un véritable espoir que cette idée que l'infériorisation des femmes qui se manifeste ici à travers la violence qui est exercée à leur égard est inacceptable. Ici, on l'a toujours su. Je pense que ce féminisme 2.0, c'est l'espoir que ce principe atteigne une plus large audience et que finalement, on accepte de concevoir que notre système permettait la violence à l'égard des femmes et que maintenant, c'est fini. Tout à fait. Et diriez-vous, Madame Descaries, vous avez, dans votre définition, dans l'évolution, vous dites, bon, possiblement, effectivement, on est rendu à la 5e phase là, dans toute l'évolution de tout ça. Et on parle du féminisme solidaire, on s'en va plus du fonctionnement par cause. Est-ce que ça, vous voyez que ça peut être un enjeu? Est-ce que ça peut créer une brèche dans l'évolution positive du féminisme? Ben, moi, je suis inquiète. Je suis inquiète en ce moment face à l'évolution du féminisme. Non pas dans ce nouveau féminisme 2.0, là, où effectivement, on voit là, qu'il y a une prise de conscience, mais dans ce que j'appelle moins l'évolution d'un féminisme très individualiste. En fait, on peut l'identifier aussi aux États-Unis, on peut appeler ça le girl power, ou le féminisme, à ce moment-là, on l'appelait le féminisme de la 3e vague, qui part de ce présupposé que les choses ont suffisamment changé que maintenant, on peut être féministe de la façon qui nous plaît. Voilà. Qu'on peut être féministe, si je suis consciente et je consens, tout va, tout est bien, tout fonctionne. Pour moi, le problème actuellement, effectivement, c'est la difficulté de rallier en nombre suffisant les énergies pour continuer à demander des changements au niveau du système. Et là encore, les avancées qu'on a faites jouent contre nous. C'est-à-dire qu'on entend souvent, et moi, je vous dirais que chaque 8 mars, il y a un journaliste bien intentionné qui m'appelle pour me demander, Madame Descaries, est-ce que le féminisme n'est pas allé trop loin? Je leur dis toujours, mais trop loin par rapport à quoi? Voilà. Par rapport à une égalité qui n'a pas encore toute sa substance dans la société, par rapport à une égalité qui pénalise encore des centaines de femmes, par rapport aussi, faut-il ne pas simplement se regarder, mais par rapport à des sociétés où les femmes sont complètement occultées, disparaissent complètement, n'ont aucun droit, aucune possibilité. Alors, comment peut-on me poser la question, est-ce que le féminisme serait allé trop loin? Réclamer l'égalité, est-ce aller trop loin? Et donc, pour moi, je comprends la nécessité de travailler sur les questions d'identité sexuelle. Je comprends la nécessité de questionner l'hétérosexisme ou l'hétéronormativité, mais en même temps, je pense qu'on doit plus largement poser toute la question du système social et comment nos sociétés continuent, si vous voulez,
de je dirais presque comment je pourrais dire ça, tout en étant positive. Notre société continue de poser des contraintes aux femmes que les hommes n'ont pas à rencontrer. Encore aujourd'hui, une jeune femme qui fasse un projet d'enfant va se poser des questions par rapport à son avenir, va se poser des questions par rapport à son implication professionnelle, va se poser des questions par rapport à sa capacité d'être à la fois, réussir à la fois dans un espace public et un espace privé. Toutes les études nous montrent que les hommes, sauf quelques exceptions, ne se posent pas encore cette question-là. Donc, tant et aussi longtemps pour moi que la société s'organisera pour que les mères soient le parent principal et que les femmes se conçoivent comme étant le parent principal, je ne pense pas qu'on va arriver à une égalité. Et donc, pour moi, ça aussi, c'est une embûche. Et c'est une embûche d'autant plus grande que la plupart d'entre nous y arrivons à être mère et professionnelle, à être mère et travailleuse, à être mère et ouvrière ou préposée aux bénéficiaires. Mais dans une certaine mesure, c'est au dépens de tout un ensemble de la qualité de vie notamment. Et ce sont des conditions qui ne sont pas posées de la même façon aux hommes. Je ne dis pas là, que les hommes n'ont pas leurs contraintes, qu'ils ne rencontrent pas des difficultés, que la vie familiale, il y a d'énormes changements au niveau de l'implication des femmes dans la famille. Mais les femmes sont encore les parents principaux. Et quand je parlais au tout début de mon exposé de division sexuelle des tâches, division sexuelle du travail, tant et aussi longtemps que les femmes auront la charge mentale de la famille, quel que soit le chemin qu'elles vont faire dans l'espace public, il n'y aura pas de véritable égalité entre les hommes et les femmes. Bien, tout à fait. Je pense que vous arrivez à la conclusion à laquelle il faut arriver, effectivement. C'est tout et on en parle tellement, et c'est tellement sur la charge mentale des femmes. Je me permettrais d'aller dans le chat, Maryse, parce qu'effectivement, on a une question qui va vraiment en prolongation, en complément du sujet. Dans le fond, je te laisse lire la question, Maryse. Oui, bien en fait, on a une question d'Ève Champagne qui dit comme presque, je m'excuse, j'ai mes lunettes pour voir de loin, fait que c'est petit. Je vous reviens. Comme presque à chaque fois qu'il y a des avancées importantes dans la lutte pour l'égalité, il y a un backlash proportionnel. Croyez-vous que nous sommes en plein dedans avec les idées comme les incels ou la montée de la droite agressive à la Trump? Vous m'amenez sur un terrain, là. On vous donne maximum 1 minute, Madame Descaries. Combien? 2 minutes, ça veut dire? 1. Ah, j'en prends 2. En fait, c'est plus large. Moi, je vous parlais plus que d'un backlash, je vous parlerais de l'instauration d'un néoconservatisme qui plombe toutes nos sociétés actuellement. On peut le regarder, même la Scandinavie est rendue à voter des gouvernements conservateurs. Et il est certain que conservatisme veut dire appauvrissement des droits des femmes, atteinte aux droits des femmes. Et regardez ce qui se passe avec l'avortement aux États-Unis. Je veux dire, et évidemment que moi, je vous dirais que il y a, oui, des antiféministes, on les voit davantage d'ailleurs parce qu'ils sont très efficaces sur les réseaux sociaux. Mais en quelque part, je dirais aussi qu'on a plus d'alliés qu'on n'en a jamais eu. Alors, il y a peut-être un contrebalancement. Les incels, ils sont dangereux, effectivement, mais c'est des trompistes. Hein? Les incels, pour celles qui ne connaissent pas l'expression, c'est les célibataires involontaires, vous savez, qui mettent leurs problèmes et leur manque de popularité auprès des femmes sur le dos des femmes, sur le dos de ces féministes. On en a eu quelques incels assez célèbres au Québec, hein, même qui ont mené à des massacres, mais dans une certaine mesure, je vous dirais qu'il y a moins de misogynie dans la société actuelle parce que les femmes, il y a eu un travail qui s'est fait sur les mentalités, mais effectivement, on a toujours un antiféministe latent et c'est souvent ouvert. Je pense que c'est Virginia Woolf qui disait plus le mouvement des femmes est fort, plus on entend l'antiféminisme. Donc, c'est bien entendu, plus les femmes vont revendiquer, plus les femmes vont prendre l'espace, plus effectivement, il va y avoir de contestation. Et souvent, je dis à mes étudiants, vous savez, les hommes, ce que le féminisme
je vais te dire, il n'y a pas trop. Ce que le féminisme enlève aux hommes, c'est des privilèges qu'ils avaient considérés comme des droits. Et pour rendre cette idée-là concrète, je vous dirais, avant 1964, il y avait 108 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Demander la parité, ça veut dire enlever 52 sièges à des hommes. Donc, on comprendra qu'effectivement, un groupe minoritaire qui vient s'affirmer, ce n'est pas des droits qui enlèvent, mais c'est des privilèges qui avaient été considérés comme normaux, comme allant de soi. Alors, c'est bien évident que quand vous avez les plus conservateurs, quand vous avez ceux qui pleurent encore la famille traditionnelle, qui n'ont jamais su ce qu'elle était vraiment, Ouais. et quand vous avez tous ces gens-là qui se construisent une idée utopique de ce qu'était la voix des femmes, ce qu'était la générosité des femmes, ben, c'est évident qu'on va avoir encore pas mal de backlash et qu'on va avoir encore des antiféministes, mais consolons-nous en nous disant qu'on n'a plus d'alliés qu'on en avait. Alors, sur cette note positive, parce qu'effectivement, comme vous l'avez mentionné, il faut se rendre à l'évidence, c'est une lutte, c'est un mouvement, c'est une lutte qui se fait dans le temps. Alors, fort heureusement, il y a du positif dans tout ça. Il faut quand même le nommer parce qu'on est loin de vivre ce que nos ancêtres féminins ont vécu. Alors, soyons positifs pour pouvoir nous donner de l'énergie à poursuivre justement cette lutte. J'irai maintenant avec le troisième bloc qui va s'intituler « Le féminisme, une révolution ». Hein? Alors, on dit que le féminisme, c'est la plus grande révolution à travers tous les âges. Et en plus, il n'a fait aucun mort. Est-ce qu'on peut en dire autant de plusieurs révolutions qui ont passé à travers l'histoire? Je ne pense pas. Alors, j'aimerais vous entendre sur quels sont les acquis, justement, on parle de positif, allons-y, quels sont les acquis, quels sont les bienfaits du féminisme dont nous bénéficions aujourd'hui? Est-ce qu'on peut avoir, pouvez-vous nous donner, avec toutes vos connaissances, est-ce qu'on peut y aller sur quelques exemples concrets là, de dont on bénéficie, nous, les femmes, aujourd'hui? Ben, c'est peut-être un des acquis qui est le moins mentionné, mais que moi, je vais mentionner en tout premier lieu, c'est la question de la mixité sociale. Nos sociétés ont toujours été construites et ont toujours évolué en fonction de la division sexuelle. Rappelez-vous les parties du jour de l'an, les parties de Noël et tout ça, les femmes dans la cuisine, même ça avait beaucoup de plaisir peut-être entre elles, Ben oui. les hommes au salon. Rappelez-vous dans la bourgeoisie, les hommes se retiraient pour fumer le cigare et les femmes passaient au thé, aux petits biscuits. On a tous regardé dans le temps d'abbé, on le sait. Hein? Et donc, dans une certaine mesure, il est évident que pour moi, la mixité, c'est un phénomène extraordinaire parce que d'abord, ça nous permet de vivre entre hommes et femmes sans être nécessairement en vue d'une relation amoureuse ou conjugale, mais ça permet aussi de mélanger les imaginaires, ça permet de mélanger les compétences, ça permet de mélanger les façons de faire. Et dans une certaine mesure, pour moi, la mixité, c'est la seule façon d'assurer aux femmes d'occuper une place dans l'espace social. Alors, ce n'est pas une mixité qui est encore tout à fait réalisée. Je reviens à mes dada, qui est l'analyse des jouets pour enfants. Ben, c'est sûr que quand on regarde les jouets pour enfants, on s'aperçoit qu'on est encore avec deux univers très différents. Mais quand même, dans mes salles de classe, ben, c'est vrai que j'enseigne pas en génie, c'est vrai que j'enseigne pas en physique, c'est vrai que j'enseigne pas en informatique technique, mais dans ma salle de classe, maintenant, il y a au moins autant de femmes, puis je dois vous avouer que quand je donne des cours en études féministes, il y a beaucoup plus de femmes qu'il y a d'hommes dans la salle. Ça, on ne peut pas le regretter. Mais donc, pour moi, la mixité. Deuxièmement, c'est la capacité à se penser égal. Je ne dis pas qu'on y arrive, mais pour moi, avant le féminisme, il y avait une impossibilité culturelle, idéologique, religieuse, politique, juridique de se penser égal. Et donc, vous voyez que ça peut faire toute une différence d'avoir la possibilité de se penser égal. Évidemment que si on se pense égal, on pense aussi qu'on peut avoir accès aux espaces sociaux.
Et bon, ça n'a pas duré longtemps, mais on a quand même eu une femme premier ministre. Alors, je veux dire, ce qui est important de constater, c'est que maintenant, on peut espérer qu'il y a des modèles qui vont permettre de penser que les femmes peuvent occuper les espaces sociaux, peuvent se définir, peuvent avoir une importance, avoir un impact sur la société qui est autre que de donner des enfants à cette société-là. Donc, pour moi, c'est l'occupation d'espace. L'accès à l'éducation, je veux dire, je pense que pendant longtemps, j'ai pensé que la libération des femmes passerait par leur participation au marché du travail. Je continue à y penser. Je continue à penser qu'il est indispensable que les femmes aient une liberté, une autonomie financière pour se penser autonome. Je dis toujours, pour avoir la capacité de quitter, c'est très important d'avoir son autonomie financière. Mais autrement, je pense que pour moi, l'éducation maintenant, parce que, comme vous avez vu, là, j'accorde beaucoup d'importance à l'idée de se penser égal. Je pense que l'éducation est le pivot et la base, et que ce soit de l'éducation populaire, que ce soit de l'éducation universitaire ou que ce soit de l'éducation par la pratique, c'est évident que pour moi, que les femmes aient accès maintenant à tout cet univers de savoir, qu'elles puissent contester ces savoirs-là, c'est très important. Et donc, évidemment aussi, faut-il le dire que j'ai mentionné comme un des grands changements, facteurs de changement dans nos sociétés, gagner le droit à l'autonomie de son corps, c'était, je vous dirais, le fondement essentiel pour toute possibilité de libération. Tant et aussi longtemps que les femmes n'avaient pas le contrôle sur leur corps, n'avaient pas le contrôle sur leur capacité productrice, génératrice, c'est sûr qu'il n'y avait rien à faire, que les femmes demeuraient sous tutelle. Mais à partir du jour où les femmes, on peut dire, mon corps m'appartient, je pense que ça, c'est la grande révolution que les féministes ont instaurée, parce que jusqu'en 1964, je vous ferai remarquer, au Québec, le corps des femmes ne leur appartenait pas. Et jusqu'en 2023, qu'on soit en Afghanistan, en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays, le corps des femmes ne leur appartient pas. Et donc, pour moi, ça, c'est fondamental. Alors, j'en ai nommé plusieurs. Je suis sûre que j'en ai oublié tout plein. Vous allez me dire que je parle trop longtemps, alors je vais vous laisser en parler. Bien, effectivement, je pense que vous avez mentionné, puis moi, ça me fait prendre conscience que, effectivement, l'éducation, le droit à l'éducation, ça peut mener à pas mal loin, ne serait-ce aussi, comme vous disiez tantôt, la parité au niveau politique. Tout part, en fait, on va se le dire, de l'éducation. Donc, je trouve que c'est vraiment très, très, très instructif, encore une fois. Au-delà des acquis, qu'est-ce que le féminisme donne de plus aux femmes dans leur quotidien? Plus précisément, mettons, dans leur prise de position, dans leur positionnement, lors d'une rencontre, dans un conseil municipal, dans leur prise de parole, dans leur choix de carrière? Ben, vous avez raison. D'abord, au fil des ans, c'est pas encore un paysage parfait, mais au fil des ans, les différentes carrières se sont ouvertes aux femmes. Il n'y a pas encore beaucoup de femmes pompiers ou de femmes policiers ou de femmes dans la construction, mais c'est peut-être pas nécessaire. Ce qui est nécessaire, puisque j'en suis là, ce qui est nécessaire, c'est la valorisation des métiers féminins et pas nécessairement de vouloir faire entrer les hommes dans les femmes dans ce qui était appelé des métiers masculins. Et donc, dans une certaine mesure, je pense que ce que le féminisme apporte aux femmes dans leur quotidien, ben, pour moi, comme je vous dis, ce qui devient le plus important, c'était la capacité de se penser à un projet de vie. Ça, pour moi, c'est très important. D'autre part, c'est aussi la capacité d'avoir une certaine autonomie. Avant l'an 2000, pratiquement, il y avait très, très peu de femmes qui avaient une véritable autonomie. Elles étaient soit dans le giron de leur père ou dépendantes très largement de leur mari. Alors, toutes ces choses qui sont venues plus tard avec les batailles pour les pensions alimentaires, la bataille pour la reconnaissance du droit des mères d'être gardiennes de leurs enfants, etc., c'est des choses qui frappent le quotidien des femmes. Et dans ce terme-là, excusez-moi, ça devient très, très important
l'ouverture de l'espace de pensée, l'ouverture de l'espace de se réaliser, l'ouverture de vivre aussi sa vie comme on le souhaite ou à peu près, l'ouverture aussi de penser une sexualité en dehors de l'hétérosexualité, la pensée de se penser une vie en dehors, si vous voulez, du simple projet marital. Alors moi, au quotidien, je trouve que ça a amené une double tâche et une triple tâche pour les femmes, mais en même temps, ça leur a offert, si vous voulez, je pense, la capacité à se réaliser beaucoup plus pleinement qu'autrefois, de développer de multiples aspects de leur personnalité. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les femmes en cinéma et je vois à quel point, par exemple, le féminisme a permis à ces femmes-là, finalement, de pouvoir exprimer un imaginaire féminin qui est encore considéré comme un cinéma féminin, mais qui est tout aussi universel, si vous voulez, qu'un cinéma masculin qu'on ne nomme pas masculin, qu'on nomme le cinéma universel. Alors, je dirais que peut-être que d'ici 20-30 ans, le féminisme va donner aux femmes la possibilité d'accéder à l'universalisme. C'est-à-dire qu'on ne parlera plus de romans de femmes, on ne parlera plus de cinéma de femmes, on ne parlera plus de capacité d'attitude féminine, mais on va parler, c'est un mot que j'aime pas tellement, mais on va parler d'universalité ou bien de capacité humaine. Mais pourquoi parler de capacité femme-homme? Ben, c'est simplement parce qu'on a été socialisés différemment, qu'on a des capacités différentes. Ben, je pense que c'est un beau projet, c'est un beau rêve. Alors, faut y travailler, il faut le cultiver. On a deux questions, commentaires dans le chat, mais avant, j'aimerais vraiment vous entendre, Madame Descaries. Oui, on a des acquis. Est-ce qu'ils sont fragilisés ou pourraient l'être? Parce qu'il se passe tellement de choses là, actuellement sur les médias sociaux et dans la vraie vie aussi. Alors, moi, j'ai des inquiétudes. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Ah, mon Dieu! Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs choses qui nous mettent un bâton dans les roues. Plus globalement, comme la question qui a été posée, je pense que c'était par Ève, plus globalement, il y a ce néoconservatisme qui nous pèse sur la tête là, qui Oui. tous les jours. Donc, il faut vraiment que les femmes, et on voit que ça a un certain effet. Là, on a vu le mouvement aux États-Unis là, dans le drame qui leur est arrivé dernièrement avec l'abolition de l'arrêt rouge. Il faut absolument que les femmes prennent conscience qu'elles ont encore des actions collectives politiques à mener parce que c'est évident que le néoconservatisme valorise une société qui est construite sur le pouvoir des hommes en tant que classe d'hommes. Je ne parle pas d'un homme en particulier, mais le pouvoir des hommes, et qu'on soit finalement toute la dimension politique et sociale de la vie en fonction d'un clivage vie privée, vie politique, vie publique, et dans le fond, qu'on soit encore les femmes et les hommes différemment. Ceci dit, dans ce néoconservatisme, il y a toutes sortes de choses. Il y a toutes les difficultés, il y a tout ce qu'il faut contrer comme tentative législative, par exemple, de stopper ou d'amener des législations qui seraient dommageables pour l'autonomie des femmes. Pensez, par exemple, à toutes ces propositions qui ont été faites en Chambre au cours des dernières années où, par exemple, on voulait que le meurtre d'une femme enceinte soit considéré comme un double meurtre. Ah non, c'est pas contre l'avortement, mais tout d'un coup, le fœtus devient une personne puisqu'il y a double meurtre. Donc, on remet tout en cause ce qui était le gain des femmes par rapport à cette loi-là. Et ça, on pourrait multiplier les exemples. Mais il y a deux choses, effectivement, qui pour moi représentent des défis, outre toute la dimension politique, et aussi toutes ces recherches d'équilibre budgétaire qui très souvent imposent des coupures là où les femmes sont les plus vulnérables, qui imposent des coupures là où les femmes ont besoin de plus de soutien. Il y a aussi cette récupération qu'on n'a pas encore réussi à faire pour que les métiers féminins soient des métiers qui soient aussi bien payés et aussi bien valorisés.
On le voit, on l'a vu là, avec la crise de la COVID, je ne veux pas revenir là-dessus, mais on a vu à quel point, malgré les promesses et tout ça, on n'arrive pas à penser que des infirmières, que des préposés aux bénéficiaires, ce sont des personnes certainement aussi importantes que ceux qui manient une bistouri mécanique en quelque part. Et donc, on continue à sous-payer nos éducatrices en garderie, alors que les 5 années de vie d'un enfant sont primordiales pour le lancer dans cette vie, pour lui assurer des bases solides. Pourquoi? Parce que c'est associé à des métiers féminins, parce que les métiers féminins, ça a été considéré comme des prolongements de la maternité, et parce que donc, puisque c'était des prolongements de la maternité, on n'était pas obligé de les payer aussi bien que les autres. Mais on n'arrive pas à accepter de dire, puis même les syndicats arrivent difficilement à dire, oui, on va vraiment cibler ces groupes-là, puis on va relever les standards de ces salaires-là avant de penser à des augmentations universelles, etc., qui ne font souvent qu'accroître les écarts, parce que si vous faites 10 de 100 ben, c'est juste 10 d'augmentation, tandis que 10 de 150 c'est 15 d'augmentation. Alors, Tout à fait. Alors, pour moi, ça, c'est du genre. Mais il y a deux autres dangers, là. Puis il y en a un qui, en tant que féministe, là, c'est vraiment un dada pour moi. C'est qu'il faut absolument contrer l'illusion de l'égalité des genres. En ce moment, je pense que contrer cette illusion-là, c'est nécessaire parce que pourquoi cette illusion-là, elle entraîne une réduction de l'indignation qui est porteuse de militance, qui est porteuse de volonté de transformation. Et dans le fond, c'est une illusion aussi qui nous amène à considérer comme accessoire. Oh, c'est pas tellement grave si on continue à valoriser simplement le paraître chez les femmes. Maintenant, elles sont assez fortes pour que ça change rien. Mais voyons donc, ça change rien. On a juste à voir tout ce qu'il y a comme trouble alimentaire chez les jeunes femmes pour voir que le paraître demeure continuellement imposé aux jeunes femmes, bien plus que l'action. Et dans ce sens-là, pour moi, l'illusion de l'égalité des genres, ça réduit le potentiel donc, de mobilisation, mais aussi ça entraîne une fin de non-recevoir à tout discours qui se veut un peu radical ou à tout discours qui se veut un peu plus revendicateur. Et dans une certaine mesure, l'illusion d'égalité des genres, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que ça entraîne souvent une symétrisation. On le voit beaucoup dans le discours sur la violence. Oh oui, mais aussi, les hommes aussi sont victimes de violence. Mais oui. Mais si on regarde les statistiques, on voit bien que c'est une réalité tout à fait différente. Tout à fait. Cette autre idée aussi, c'est que les femmes auraient autant perdu que les hommes dans la recherche d'égalité. Moi, perdre ma dépendance, ça ne m'a pas fatigué beaucoup non plus. Et d'une certaine mesure, ça réduit un peu, là, on l'a moins avec le phénomène 2.0, mais ça réduit un peu au silence les discours et les revendications féministes, puisque dans le fond, les femmes en ont déjà eu assez, il est temps de passer à autre chose. Exactement. Et ça alimente l'antiféminisme. Exactement. D'ailleurs, Madame Descaries, vous êtes tellement avant-gardiste que vous avez déjà deviné, précédé les questions que j'allais vous poser dans le 4e bloc. Alors, c'est formidable. Et d'ailleurs, je me permets de lire le chat de Francine Ducharme qui dit, en complément, d'autant plus que maintenant que nous faisons un projet pour les femmes, nous nous faisons traiter de sexistes. Est-ce croyable? Vous savez, chaque groupe, quelquefois quand je me fais dire des choses comme ça, je me rappelle, moi, de mes interventions dans certaines réunions, rencontres, où effectivement, je m'opposais directement à une parole d'une personne que je dirais appartenant à un groupe oppresseur ou à un groupe dominant. Et donc, chaque groupe minorisé porte sa radicalité et effectivement, chaque groupe, mais pour moi, voilà donc, Francine avait tout à fait raison de dire, voilà ce que je trouve qui serait le glissement. Ce n'est pas sexiste de défendre les femmes, ce n'est pas sexiste de défendre les femmes,
ce qui serait sexiste, c'est refuser aux trans de se défendre. Voilà. Dans notre société, les femmes constituent une catégorie sociale qui continue, jusqu'à preuve du contraire, à les déterminer, à les socialiser, à les inscrire dans une dimension sociale, dans une dimension politique réelle. Et pour moi, donc, je répète, les femmes, c'est une catégorie éclatée, c'est une catégorie multiforme, c'est une catégorie intersectionnelle, si vous voulez, mais il ne demeure pas moins qu'il y a quelque chose qui s'appelle le patriarcat. Et le patriarcat, c'est un système de domination, d'infériorisation d'un groupe particulier, en l'occurrence, dans notre société, nommé femme. Marie, je te laisserai la parole pour ton intervention. Oui, c'est ma question à moi, en fait. En fait, on parle qu'il y a eu des avancées grâce au féminisme, mais j'imagine que oui, ça l'a apporté beaucoup aux femmes, mais à quelque part, les hommes doivent en profiter un peu aussi, là. On a-tu un exemple de quelque chose que ça l'a amené du positif aux hommes, là? Absolument, Maryse. Vous avez tout à fait raison. La première chose qu'on a apportée aux hommes en réclamant leur participation à la vie domestique, c'est de les ouvrir à une dimension dont on les privait beaucoup, c'est-à-dire à s'ouvrir à l'affect, à s'ouvrir à la sensibilité, à s'ouvrir, et pour moi, je dis toujours, les féministes ont donné la paternité aux hommes. Avant, les hommes étaient des pourvoyeurs. Avant, les hommes étaient des chefs de famille. Avant, les hommes étaient des citoyens. Mais être père dans la dimension relationnelle ne faisait pas partie du monde masculin. Avec le congé de paternité que les féministes ont lutté pour avoir, avec le congé de paternité, je pense qu'on a ouvert une brèche fondamentale, qui est peut-être celle sur laquelle on pourra éventuellement penser à une égalité entre les hommes et les femmes, puisque le féminisme a donné aux hommes la proximité aux enfants. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. L'autre chose que le féminisme a donné non seulement aux hommes l'affect, mais leur a permis aussi de se penser autrement que comme des dominants. Et vous savez, ça peut être lourd d'être le dominant dans une société. Si j'étais en toute intimité, j'utiliserais peut-être des termes un peu plus vulgaires, mais c'est très fatigant d'être toujours, c'est un terme que je ne devrais pas dire là, mais d'être toujours celui qui a, celui qui possède, celui qui est capable de. Et donc, en ce sens-là, je pense que le féminisme a apporté ça aux hommes. Le féminisme aussi, et là, mon mari vous dira ça, leur a apporté pour plusieurs d'entre eux une police d'assurance. Parce que je vous ferai remarquer qu'en introduisant le double revenu, les femmes ont, à l'époque, rappelez-vous, c'était le salaire d'appoint. Maintenant, c'est un salaire qui est nécessaire à la vie. Mais je pense que les féministes ont évité, le féminisme a évité à 50% des ménages, pratiquement, la pauvreté. Parce que en incitant les femmes au travail, la société le fait aussi, là, mais en défendant la légitimité du droit des femmes au travail, en défendant le droit des femmes, en défendant l'accès des femmes à l'éducation au marché du travail, effectivement, on a permis aux femmes d'accéder à des ressources économiques et on ne se le cachera pas. Dans la famille, les hommes en profitent aussi. Quand je faisais des questionnaires il y a 25 ans, maintenant, j'espère bien que je n'aurai pas exactement la même réponse, mais les femmes me disaient « Ah, mais mon salaire, il permet d'avoir des meilleures vacances, il permet d'avoir une plus belle maison, il permet ci. » Moi, maintenant, j'espère que les femmes ne pensent pas qu'elles ont un salaire d'appoint. Je pense que les femmes pensent qu'elles contribuent au même titre que l'homme au soutien du ménage, mais ça c'est quand même assez reposant pour les hommes de ne pas être l'unique pourvoyeur, l'unique source de revenus dans une famille. Alors, si on pense paternité, possibilité de se penser autrement que comme dominant, la quatrième chose que je vous dirais, peut-être que c'est agréable de vivre avec quelqu'un qu'on considère son égal. Peut-être que c'est agréable de penser que on est en relation avec quelqu'un
qui a sa personnalité propre, qui est capable de penser par elle-même, qui est capable d'avoir ses opinions. Je vous rappelle que moi-même, jeune femme, on me disait, tu voteras comme ton mari, parce qu'il ne faut pas que tu annules son vote. Ben, c'est pas rien, ça, c'est 50 ans, là, C'est pas rien comme idée. Alors, moi, je dis toujours, mais comment les hommes peuvent passer une vie, des fois à côté de 2 ou 3, mais comment peuvent-ils passer une vie à côté d'une femme qui juge inférieure à eux-mêmes? C'est assez extraordinaire, comme façon de se penser. Alors, pour moi, je pense que le féminisme a apporté ça aux hommes. De pouvoir être en couple, de pouvoir être en conversation. Et le féminisme a aussi apporté la possibilité, comme je vous disais, de vivre dans une société mixte. Et ça, les hommes en bénéficient autant que les femmes. Exactement. Et merci beaucoup encore une fois, Francine. Je pense que, Madame Descaries, pardon, je pense... Alors, je pense qu'effectivement, les hommes en bénéficient. Et d'ailleurs, je profite de l'opportunité pour vous inviter à notre 3e webinaire où on va se poser la question, quels sont les alliés justement du féminisme? Alors, on pourra explorer ce sujet-là, aller un petit peu plus loin de ce côté-là, parce que si on veut gagner la lutte, ça nous prend des alliés. Quand on va à la guerre, on est plus chanceux de gagner si on a des alliés. Donc, on pourra aller plus loin, explorer ce sujet-là. Je ne sais pas si on passe, je vois qu'il y a un nouveau chat qui s'est additionné. Il y a 2. 2. Alors, je pense qu'on peut y aller parce que à 20h40, on va commencer à s'enligner vers la conclusion pour terminer à 9h, respecter notre engagement, pouvoir vous libérer aussi. Et on a quand même exploré, comme je le disais tantôt, vous l'avez appelé tantôt, Madame Descaries, l'illusion de l'égalité, mais nous, on l'amenait sous le thème de notre 4e bloc de l'égalité au niveau d'un mythe de l'égalité. Alors, je pense qu'on est dans les mêmes eaux. Alors, avant d'y aller, je passerai aux 2, je te laisse la lecture, Marie, s'il te plaît, des 2 interventions dans le chat. En fait, c'est 2 petits commentaires. Donc, on a F. Champagne qui dit « Le féminisme a donné la paternité aux hommes. C'est une phrase à retenir. » Voilà. Ensuite, on a Sylvie Pinard qui dit « Et même dans les milieux de travail, le féminisme a amené de meilleures conditions de travail. Exemple, un lift dans une usine qui profite aussi aux hommes. » Bien, effectivement, je pense qu'on pourrait nommer une panoplie d'exemples où on peut justement faire le constat que le féminisme, c'est aidant pour toute la société, comme vous le disiez tantôt, Mme Descaries, tant au niveau social que politique. Il y a des retombées extrêmement positives du féminisme. Et c'est là-dessus, je crois aussi, qu'on doit tabler, faire valoir nos avancées pour continuer à avancer et aller se chercher dans des alliés. J'aurais peut-être une question avant qu'on aille un petit peu plus loin, puis qui se trouve justement dans notre bloc numéro 4 où on parlait d'égalité et est-ce que c'est un mythe? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Vous nous l'avez mentionné tantôt qu'effectivement, on est encore dans un mythe parce qu'on n'a pas atteint encore au niveau de notre société l'égalité entre les hommes et les femmes. Je pourrais poser la question, qu'est-ce qui cause justement, qu'est-ce qui fait qu'on a encore des inégalités entre les hommes et les femmes? Pouvez-vous nous donner une ou 2 petits éléments de réponse par rapport à ça? Ben, il y a les effets permanents de l'histoire. J'ai mentionné tout à l'heure, entre autres, que le travail des femmes a toujours été considéré comme complémentaire, a toujours été considéré. La seule façon de concevoir comme allant acceptable le travail des femmes était lorsqu'il était conçu dans un lien avec les activités maternelles ou les activités d'éducatrices. Donc, dans une certaine mesure, on a encore à lutter effectivement pour cette parité, pour cette équité dans la façon aussi dont on reçoit les œuvres des femmes, dont on reçoit la parole des femmes. Est-ce qu'on a dans la façon dont on pose un regard, vous savez, ce sont des petites choses, mais pensez par exemple, j'ai toujours ça l'exemple, mais pensez à la façon dont Pauline Marois, qui a été une femme qui a fait des choses extraordinaires pour le Québec et qui
a été critiquée, je ne sais combien de fois, parce qu'elle portait des foulards. Ben oui, OK? Quand est-ce que ça a été critiqué pour la couleur de sa cravate? jamais. Alors, je veux dire, on est encore, le regard qu'on pose sur les femmes, moi-même, je sais que je le fais. J'analyse beaucoup la voix des femmes, par exemple, en termes d'autorité. Ah, ça va être trop haute, ça va être trop, elle n'est pas assez affirmative, etc. Peut-être que je me pose cette question-là quand je vois un annonceur à Radio-Canada. Alors, c'est tous ces petits effets de la socialisation différenciée selon les sexes qui nous amènent toujours à ne pas regarder de la même façon les hommes et les femmes. Donc, dans ce sens-là, pour moi, c'est des choses qu'il va falloir vraiment corriger. Et j'ai parlé tout à l'heure, et c'est très, très important, toute la logique des préjugés inconscients. Les préjugés inconscients, c'est les préjugés justement qu'on ne sait pas que l'on a, mais qui sont tellement inscrits en nous qu'on ne s'en aperçoit pas. Et on peut quelquefois se penser très, très égalitaire, mais on a des comportements où on a même des pensées qui ne sont pas égalitaires. Nos gestes, la façon dont on a étudié en garderie, la façon dont on accueille les garçons et la façon dont on accueille les filles est différente. Mais ça les construit différents. Si à chaque fois que je vois une petite fille, que je la regarde, je dis, mon Dieu, je me confesse, hein, je l'ai fait avec mes petites filles énormément. Quand à chaque fois qu'on voit une petite fille, on dit, oh mon Dieu, t'es jolie. Ah, mais c'est une nouvelle robe que tu as aujourd'hui. Quand est-ce que j'ai dit à mon petit-fils, tu as un nouveau pantalon aujourd'hui? C'est des choses c'est des comportements inconscients qui sont liés à la façon dont on a appris à concevoir la féminité et la masculinité. Et d'une certaine mesure, tout ça, ça s'imprègne. Vous savez, quand on prépare une chambre d'enfant, maintenant, on la fait jaune ouverte, c'est déjà un grand pas en avant. Mais je veux dire, les accessoires roses et les accessoires bleus pour les petits garçons sont encore beaucoup plus courants que de dire on va faire la chambre en jaune pour la faire non genrée. Je ne reviendrai pas sur les analyses, sur les tentatives de mode de Céline Dion qui voulait vendre des vêtements pour enfants noirs et blancs, là, mais je veux dire non genrés. Mais dans l'ensemble, il faut effectivement qu'on se débarrasse de ces pratiques et préjugés inconscients qui font que on différencie encore les hommes et les femmes. Il faut aussi qu'on évacue toute cette idée que ces différences-là sont inscrites dans la nature. Il n'y a aucune différence, sauf génétique et reproductive, qui est inscrite dans la nature. Tout ça, c'est un construit social qui est amené par la façon dont on rentre en relation avec les garçons et les filles, et c'est dès le jour de la conception. Alors, je dirais, Madame Descaries, je reviens à ce que vous nous avez dit en introduction, pour arriver à amener tout ça à notre conscience, est-ce qu'on pourrait dire qu'il faut se penser égal pour justement être capable de faire un pas en avant, puis d'aller vers cette prise de conscience pour éliminer une fois pour toutes ces inégalités? Bon, je rêve grand, j'en suis très consciente, mais je pense que tout part de se penser égal. Ben, moi, je pense que oui. Et puis là, je dirais que c'est une des grandes contributions des groupes des femmes. C'est une grande contribution de l'action politique qui est militante menée par les groupes des femmes, qui amène des femmes à se réfléchir. Vous savez, là, des rencontres de cuisine, là, j'en ai fait pas mal, moi, un peu partout dans la province, mais c'est extraordinaire d'amener des femmes à réfléchir entre elles. Et ça, c'était ça a été le nerf des groupes de femmes, d'amener les femmes aussi à ne pas accepter, je pense à tous ces groupes contre les violences faites aux femmes, à ne pas accepter des conditions qui sont inacceptables et que la société les amenait à accepter. Et donc, en ce sens-là, c'est certain que pour moi, je pense qu'il faut se penser égal, il faut arriver à se penser égal, mais aussi il faut avoir les outils pour arriver à se penser égal. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir un accès à l'éducation, il faut avoir un accès aux ressources, il faut avoir accès à un salaire décent, parce que c'est des conditions qui amènent à une pensée égale. Vous savez, dans un couple, quand la femme fait un salaire très différent de son mari, c'est très difficile de se penser égal et de penser que ce ne sera pas elle qui va aller aux réunions scolaires, qui va aller aux réunions médicales, aux rencontres médicales, etc., etc. Alors, vous savez que l'égalité, l'équité, c'est une longue marche. Je pense
en tout cas, ça a été confirmé par des sondages internationaux. Le Québec se place en 2e place comme la meilleure société au monde pour les droits des femmes. Mais vous imaginez que ça doit être ailleurs. Et donc, de ce sens-là, pour moi, se penser égal, c'est la clé, mais se penser égal et penser cette action-là collectivement pour apporter des véritables changements. Parce que un changement, ça ne peut pas être juste dans mon couple, ça ne peut pas être juste avec moi. Un changement, ça demande que des lois qu'il y a des mesures qui soient établies. Au Québec, nos lois sont non discriminatoires dans le principe. Mais dans leur application, il faut s'assurer que c'est non discriminatoire. Il faut demander des mesures qui favorisent l'équité et, dans une certaine mesure, non seulement l'équité, mais l'égalité. Alors, le pas de plus que nous devons faire, c'est se penser égal, mais le faire collectivement. Pour moi, la clé, c'est l'action collective, c'est la militance. C'est une pensée collective qu'on arrive à développer. Et là-dessus, le féminisme 2.0 est probablement une belle ouverture pour chacune d'entre nous parce qu'il permet de diffuser un discours. Et ce que je dis toujours, je veux dire, moi, personnellement, ça fait depuis 1970 que je dis que la violence est un moyen de contrôle social des femmes. Mais je veux dire, en 2017, c'est apparu sur le féminisme 2.0, puis là, tout d'un coup, tout le monde s'est mis à penser que c'est un moyen de contrôle social. Alors, le potentiel qu'ont les réseaux sociaux, mais les groupes de femmes aussi en tant que réseau, bien plus souvent que les universitaires ou les académiciennes, bien, c'est sûr que ça demande ça, de se penser égal, mais se penser égal pour toutes. Et ça, c'est ça le nouveau féminisme, c'est comment penser l'égalité pour toutes les femmes, mais aussi pour les femmes entre elles. Voilà, tout à fait, tout à fait. Écoutez, on a 2 commentaires que je vais lire. Le frein à l'égalité. Daniel, je m'excuse, il y en a plus que 2, là. Oh, non, mais je vais lire celui de... En fait, je sais qu'il y a une personne qui nous a quittés. Je parle de celui d'Angèle. Bien là, alors, ça, c'est une question. Après ça, on a un commentaire. On a une autre question, puis un autre commentaire. Allez-y, je vais répondre vite. Alors, je vais lire les 2 commentaires parce que je trouve que ça peut mériter une même intervention et peut-être que même vous l'avez déjà traité. Quand on dit que le frein à l'égalité pourrait-il être affectif, dépendant également des valeurs familiales et culturelles, je pense que vous avez effectivement traité ce point-là. Et la société est conçue de façon à diviser pour mieux régner. Alors que nous sommes plus fortes ensemble, la compétitivité est encore très présente. Je pense que c'est exactement ce que vous venez de nous mentionner. Et une question aussi, est-ce qu'on sait où se positionne le Canada en général et les autres provinces par rapport justement à toutes ces avancées dont vous nous parlez? Je vais répondre par la dernière pour commencer, c'est la plus facile. Oui, effectivement, quand on ne met pas le Québec dans le Canada, le Canada se situe en 7e place. Alors, le Québec, avec son tissu social, a une meilleure position et je dois avouer que c'est largement dû à son système de garderie parce qu'il y a beaucoup de points qui sont accordés à ça. Mais je voudrais répondre quand même, effectivement, si vous voulez, quand il est écrit que le frein à l'égalité pourrait-il être affectif, bien, c'est certain que le frein à l'égalité peut être stoppé par, je dirais, les attributs qui ont été assignés aux femmes, la générosité, le don de soi, l'écoute, le soin aux autres. Et en ce sens-là, dans mes belles années de féministe radicale, pas tellement frustrée à l'époque, mais bien vocale, je dirais que ce que je faisais comme distinction, c'était que pour l'ouvrier, c'est facile de ne pas aimer son patron. Mais pour la féministe, c'est difficile de ne pas aimer son conjoint et encore plus difficile de ne pas aimer son fils. Alors, dans une certaine mesure, c'est certain que notre lutte à nous, en tant que féministes, est marquée par le fait qu'on est inscrit dans un rapport de proximité à l'autre. Et que dans ce sens-là, effectivement, et vous parliez, ça va être le sujet plus tard, vous parlez d'allier, dans ce sens-là, c'est évident qu'il faut rallier les hommes à une nouvelle conception de la famille, à un nouveau partage des responsabilités, parce que ça fait 2000 ans qu'on est socialisé à penser aux autres. Et dans une certaine mesure,
on n'efface pas 2000 ans de socialisation, de romans, de littérature, de politique, etc., en l'espace d'une ou deux générations. Et donc, je suis absolument d'accord que la dimension affective fait que nous-mêmes, nous acceptons. Gloria Steinem disait, être féministe, c'est vivre tous les jours avec ses contradictions. Ben, je peux vous dire que moi, ça fait pas mal d'années que je vis avec mes contradictions et que ces contradictions-là, elles sont inscrites dans l'affect. Tout à fait. En fait, c'est nos valeurs sociétales, nos valeurs familiales qui relèvent de l'histoire et qui, tranquillement, pas vite, font leur bout de chemin aussi. Je pense, si vous me permettez, je ferai peut-être un petit peu de pouce sur un commentaire de Francine Ducharme, parce qu'effectivement, une des caractéristiques du succès, et Francine a raison de le mentionner, du succès du féminisme au Québec, c'est justement que je dirais que l'État a décidé de se servir des femmes quelquefois pour offrir des services à moindre coût, mais que par le fait même, ça a permis aux femmes de se politiser, de s'éduquer et de prendre une place dans le social. Mais je dirais aussi que les féministes ont accepté, bien qu'on l'ait critiqué assez souvent, mais on a accepté, notamment dans nos liens avec le Conseil du statut de la femme et autres, on a accepté de voyager avec l'État, si vous voulez. On a accepté, d'une certaine mesure, une certaine dépendance à partir de l'État pour le financement des groupes de femmes et tout ça. Mais je veux dire, cet impact-là est très réel et il n'y a pas eu de très fort anti-étatisme au sein du mouvement des femmes québécois, ce qui a permis aussi au mouvement des femmes de se construire des assises qui sont ces groupes de femmes. Et donc, pour moi, Francine a tout à fait raison. Et d'autant plus que là, c'est une belle victoire. Ça a pris beaucoup de temps dans d'autres sociétés, mais on a eu rapidement, à travers le Conseil du statut de la femme et le secrétariat à la condition féminine, qui était bien plus actif par ailleurs il y a certaines décennies, on a eu des féministes au sein de la structure gouvernementale. Et si nous, en tant que féministes, on trouvait qu'elles n'étaient pas assez radicales, ces mêmes femmes-là portaient une pensée au sein de ces institutions-là qui était beaucoup plus radicale que la pensée traditionnelle. Alors, Francine, je suis absolument d'accord avec toi que le lien État au Québec, le lien entre les féministes et l'État, qui avait besoin des femmes, je le répète, pour amener sa révolution tranquille, a été bénéfique aux femmes. Même s'ils n'en ont jamais fait assez, c'est tout autrement. Est-ce que tu as une autre intervention, Maryse, dans le chat? Je ne crois pas. Parfait. Alors, comme on se dirige à la fin, on est rendu à notre conclusion. J'aimerais vous entendre, Madame Descaries, avec tout ce que vous avez observé, tout ce que vous avez vécu. Ce serait quoi votre souhait pour le développement du féminisme dans les 10 prochaines années? Ah, mon Dieu. Permettez-vous de rêver. Ben, que les femmes continuent dans leur marche vers l'autonomie, ça c'est évident, et donc les structures sociales soient plus accueillantes. Mais il y a deux souhaits. C'est évidemment que, au-delà de la non-acceptation du principe du refus de la violence à l'égard des femmes, qu'on arrive dans une société où il va avoir cette violence va disparaître, tout au moins va être réduite. Et en quelque part, vous voyez comment il y a les forces néoconservatrices sont encore présentes, que les hommes arrêtent de percevoir que les femmes sont leur propriété. Et que dans ce sens-là, effectivement, la réduction de la violence, pour moi, c'est une ambition très large, parce que tant et aussi longtemps qu'il y aura de la violence à l'égard des femmes, toutes les femmes seront soumises à un certain type de contrôle social. Pensons à Montréal la nuit, les femmes dans la nuit, mais c'est évident que tant et aussi longtemps que toutes les femmes ne se sentiront pas en sécurité, elles se restreindront. Se restreindre, ça veut dire quoi? Moins d'espace, moins d'opportunités. La deuxième chose, elle va peut-être apparaître plus marginale par rapport à mon propos, mais il va falloir que les jeunes femmes, surtout, et les femmes d'un certain âge aussi, arrêtent de subir la pression du paraître. Et que dans une certaine mesure, et c'est très, très important, surtout chez les jeunes, qu'on se sorte de cette idée-là que
pendant un certain temps, les femmes peuvent faire leur chemin en raison de leur apparence. Je pense qu'il faut que la dictature de l'apparence, du paraître, il faut vraiment mettre un terme à ça parce que c'est trop préjudiciable pour de nombreuses jeunes femmes. Mais un rêve plus global, ben écoutez, c'est que les systèmes d'oppression en opération dans nos sociétés disparaissent, c'est que le racisme, le classisme, le métrosexisme, le patriarcat, le capitalisme, le colonialisme, que leurs effets s'atténuent dans nos sociétés, mais ça, c'est des luttes au quotidien, c'est des luttes permanentes, mais les féministes peuvent certainement participer de cette lutte. Eh bien, moi, je nous souhaite que votre beau rêve se réalise. Parce qu'écoutez, si on va là, écoutez, c'est incroyable comment on va changer le monde, hein, parce que c'est plus que la vie des femmes, c'est le monde qu'on va changer. Alors, comme dit mon chanteur préféré, Richard Séguin, il faut rêver haut, il faut rêver grand. Alors, rêvons. L'utopie, c'est de rêver à ce qui n'est pas encore arrivé. Bien, évidemment, Ça voilà. ouvre la possibilité de rêver. Oui, tellement, c'est tellement important. Le rêve, tout part d'un rêve. En fait, je voudrais vous remercier vraiment du fond du cœur, Madame Décarie. Je pense qu'on était toutes suspendues à vos lèvres ce soir. Vous êtes vraiment formidable. Vous êtes généreuse dans le partage de vos connaissances, de votre expertise, de toute votre expérience académique et votre expérience de vie aussi. Alors, vraiment, que dire de plus que merci. Merci du fond du cœur. Merci pour votre partage. Je laisserai maintenant la parole à Madame Francine Ducharme, qui a quelques mots à adresser aux partenaires de la table. Ils sont importants, ces partenaires. Bon, alors, je m'excuse, ça a pris un peu de temps de réactiver mon son. Je ne me rappelais plus que je devais parler à la fin. Donc, alors, comme Daniel vient de faire, je voudrais remercier aussi Mme Décarie. Ça a été fort intéressant. Nous, on savait au départ que ce serait fort intéressant. C'est pour ça qu'on l'avait demandé, mais elle a encore confirmé sa grande expertise et, comme disait Daniel, sa grande générosité. Moi, je dois arriver à une chose plus terre à terre, qui est de remercier les bailleurs de fonds. Parce que je veux avoir d'autres subventions pour faire des choses comme on vient de faire aujourd'hui. Donc, cette rencontre a été possible grâce au secrétariat à la condition féminine quand je parlais tantôt des alliances qu'on faisait avec des féministes qui provenaient de l'État. Ben ça en est un bon exemple avec le secrétariat qui est pour nous un collaborateur incontournable. Pas juste parce qu'il donne l'argent, ben c'est ce qu'on peut toujours compter sur ce secrétariat pour effectivement, nous aider dans nos projets, dans nos dossiers, tout ça. Donc, je tenais à le nommer, donc c'est grâce à eux que nous avons des sous pour continuer notre action. Et quand tantôt on demandait à Francine Décarie quel était son rêve, moi, bizarrement, et je ne parle pas pour ma paroisse, ce serait que dans 25 ans, on n'ait plus besoin d'organismes comme le nôtre parce que l'égalité sera vraiment, vraiment arrivée. Alors, c'est mon mot de la fin personnel. Merci beaucoup, Francine. Merci. Merci à nos deux charmantes dames, Francine, de ce soir. Merci aussi, Maryse. Est-ce qu'on a certains commentaires à prendre en connaissance dans le chat? Ça va? On a quelques remerciements. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté puis qui disaient je vais les lire vite là, pour ne pas faire perdre de temps. Merci, Mme Décarie, pour ces belles pistes de réflexion.
Merci pour toutes ces belles paroles, Madame Descaries. Belle présentation. Merci à vous. Donc, il y a Madame Eve Champagne qui a perdu sa connexion, mais qui tient à remercier Madame Descaries pour la rencontre. Et on a Cindy qui dit « Je suis très contente d'avoir assisté à ce webinaire et d'avoir eu l'occasion d'écouter Madame Descaries. Vos propos passionnants alimentent ma démarche et mes réflexions féministes. Je ressens une certaine fatigue devant ces inégalités et injustices, mais vous entendre a été positif et encourageant. Malgré tout, merci énormément. » Alors, merci. Oui, excusez-moi, Francine, vous avez quelque chose? Oui, je vais juste dire que bon, c'est Mme Descaries ou moi là, parce qu'on est deux Francine. Hein? C'est ça, Mme Ducharme. C'est ça. Je voulais juste dire pour toutes les personnes qui ont remercié et qui ont aimé la rencontre d'aujourd'hui, qu'il va y avoir des balados. Donc, on va faire de la rencontre d'aujourd'hui des balados. Donc, ce qui fait qu'on va pouvoir écouter ça autrement et se remémorer certaines discussions, certains points de vue qui nous ont plu, puis ça va nous aider à nos réflexions futures. Parfait. Donc, merci beaucoup, Madame Ducharme. Madame Descaries, un petit mot de la fin pour nous? Ben, je vous remercie de l'écoute et je vous dirais que une personne disait que quelquefois c'était décourageant, mais je vous rappelle que je pense que la révolution féministe est la seule révolution qui a réussi en partie au XXe siècle. Et donc, pour moi, ce qui est le plus important, c'est de réaliser à quel point la militance, le lieu où la militance nous a amenés, et donc de penser que c'est cette même militance-là qui pourra nous amener où nous voulons vraiment être. Alors, c'est peut-être ça que je dirais comme mot de la fin, mais surtout vous remercier de votre écoute attentive. Vous n'aviez pas tellement de choix, vos micros étaient fermés, mais à part ça, j'étais très heureuse de partager ce moment avec vous et c'est toujours un plaisir de revoir Francine Ducharme qui... Nos rapports remontent assez loin. À quelques années. Quelques années. Et c'est un plaisir de se retrouver avec la table que j'ai fréquentée à quelques occasions. Merci encore beaucoup, Madame Descaries. J'aimerais peut-être vous poser une dernière question. En fait, je me questionne à savoir, est-ce que vous pensez qu'on a atteint notre objectif? Si on se rappelle, au début, on s'est dit qu'on avait un objectif de créer une ouverture aux féministes ou peut-être même aller plus loin, créer une étincelle pour que l'action féministe poursuive son évolution à travers chacune de nous. Est-ce qu'on a atteint notre objectif? Je laisse ça à votre réflexion. Ben, je pense que ça serait aux participants de nous dire si nos échanges ont suscité un éveil. Voilà. Alors, je pense que pour être là, c'était déjà des personnes pas mal éveillées. Alors, peut-être que la question est de savoir, est-ce qu'on a su les motiver à continuer leur action et leur militantisme? Exactement. Alors, je vous invite effectivement à toutes les participantes que je remercie encore une fois. Si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, évidemment. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire, même s'il reste peu de temps. Soyez assurés qu'on va tout lire ce que vous allez nous mentionner. Et je terminerai en vous disant, maintenant qu'on connaît mieux les origines, parce que vraiment, là, on les connaît, on a eu une belle présentation de Mme Descaries, on connaît l'histoire, les bienfaits du féminisme, puis on sait comment ça peut contribuer au développement, à la qualité de vie des femmes, puis par le fait même, rien de moins que d'être plus heureuse comme femme. C'est quand même extraordinaire. Moi, je vous invite à notre prochain rendez-vous, le 22 février prochain, pour la poursuite de cette série de 4 activités, au cours duquel, le 22 février, on va recevoir 3 merveilleuses femmes, nos invitées, que vous allez avoir le plaisir de rencontrer. Et le thème, effectivement, c'est le thème clé de cette série, c'est Féminisme, égalité, match parfait. Et j'ai le goût de vous laisser une petite pensée à réfléchir pour la fin. Le mot de la fin, c'est très bref. Si vous en avez assez de l'obscurité, c'est à vous d'allumer une bougie. Alors, rêvons et allumons une bougie et allons plus loin. Alors, c'est ce qui complète ce webinaire. Si personne n'a plus rien à rajouter, je ne vois rien de spécifique dans le chat. Je vous remercie encore une fois infiniment de votre présence. Merci de votre temps, d'avoir pris de votre précieux temps
pour être avec nous ce soir et on se souhaite une bonne continuité dans la réalisation de notre rêve commun, collectif, d'aller plus loin dans le féminisme pour être encore plus heureuse et effectivement se penser égale. Merci, mesdames. Bonne fin de soirée.